créer notre histoire, hein. Ça dépend de ce que vous comprenez de votre vie. Et nous avons la possibilité de devenir des légendes. Il va venir nous expliquer parce que c'est lui qui détient toutes les potentialités du genre. Il s'appelle Eugène Kandolo, jeune Congolais, voilà, entrepreneur. Il va, n'est-ce pas, franchir ces pas ici, justement. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Stéphanie, très bien, merci. Ah d'accord, en santé, la journée commence bien Oui, chez vous? en tout cas, ça va très bien, on ne se plaint pas, on est positif. Restons positifs. Ouais. Voilà, installez-vous. Merci. C'est un plaisir, je présente déjà aux téléspectateurs. Voilà un peu le livre. Eugène Kandolo, bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Je me suis dit non, on doit en parler, nous sommes la chaîne du développement, ça concerne l'homme congolais. Voilà, le rendez-vous est, n'est-ce pas, réalisé. Alors, comment la santé... Plusieurs ratés, hein. comment ça? Oui, mais on devait le faire la semaine passée, la santé Ben oui, m'avait dérangé. Dieu et tout merci, ça, bon. vous êtes en santé Voilà, aujourd'hui. justement. Je suis contente parce que vous aviez C'est un accompli les plaisir, devoirs. exactement. Très Ouais, bien. ouais. Alors parlons un peu, vous aviez 4 livres, aujourd'hui c'est 4e livre déjà. Ouais. Parlez-nous un peu de premier, deuxième, troisième, parce que ça là, c'est vraiment beaucoup de choses à la fois. L'histoire de livre avec moi, je veux dire que c'est une histoire d'amour. Ouais, depuis tout petit. Moi, j'ai pas fait le latin philo d'abord. Ok. Je tiens à préciser. Moi, j'ai fait les sciences exactes, les maths physiques en plus. Donc, j'étais formaté dans le moule des calculs et autres. Et pourtant, j'avais un talent latent, un don qui était en hibernation Ok. au fond de moi. Et j'écrivais tout petit, je griffonnais sur n'importe quel sujet. J'ai pris plaisir à la poésie et mes amis d'enfance se rappelleront que ils n'avaient pas besoin d'acheter de cartes postales Ok. parce que je faisais des textes pour eux quand c'est l'anniversaire de leur chérie, quand c'est voilà, donc je faisais de textes comme ça. Ok. Et quand j'ai découvert, là c'est quand je viens à l'université, j'ai découvert l'acrostiche avec à son temps le prof Moupa Passaï Ok. qui était en train de magnifier son acrostiche qu'il avait fait pour la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Et c'est alors que je tiquais. Il faut être honnête, je n'avais jamais entendu parler acrostiche avant. Et c'est là que je commençais à m'exercer. Et mes amis de l'époque, en premier graduat, je commençais à faire pour eux des acrostiches lors des anniversaires et ainsi de suite. Et ça apportait même une sorte de jeu parce que beaucoup de ceux qui venaient de latin philo se sont lancés pour faire. Mais il y en a qui ont fait 6 mois, ils n'ont jamais fini 2 paragraphes parce que l'acrostiche, c'est le poème avec les initiales de nom d'une personne ou d'une institution et ce n'était pas évident. Donc avec tout ce qu'ils avaient comme théorie sur le quatrain, le sonnet, tout ce qu'ils connaissaient de la Pléiade et tout, personne ne parvenait à, du moins dans ce groupe-là, bien qu'ayant fait le latin philo, ils ne parvenaient pas à faire l'acrostiche. Et de fil en aiguille, c'était devenu vraiment quelque chose d'assez récurrente parce que je me rappelle même quand je fais mon stage de 3e graduat dans une chaîne de la place, pour finir le stage, j'avais fait l'acrostiche à notre directeur des infos, je lui avais donné comme cadeau et la plupart des gens pensaient que j'allais prendre des histoires sur internet. Vous imaginez un peu comment les gens sont très réducteurs et c'est de là que j'ai commencé à avoir des commandes. Je me rappelle une aînée, une grande sœur de Antena à l'époque, qui pour faire plaisir à son chéri, aujourd'hui ils sont je crois aux États-Unis, Mamie Tambou, donc elle m'avait fait appel pour faire l'acrostiche. Mais on se demande avec votre chéri comment ça se passe. Donc je lui avais fait aussi l'acrostiche en son temps. Ah d'accord. Alors, donc bref, j'étais dans ça, mais après j'avais d'autres sujets qui me tenaient à cœur. Par exemple, les sujets sur le patriotisme. Je me rappelle à l'époque, je fais un texte vraiment sur le Congo, un texte qui venait vraiment du fond de mes entrailles, et il y a un aîné qui m'a pris ce texte. Franchement, il ne voulait pas me remettre. Je ne sais pas si ça l'amusait, mais moi, ça m'avait révolté. Mais après, je lui ai dit, bon, tu n'as pas pris mon cerveau, tu as pris juste un bout de papier. Je peux en reproduire autant. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai commencé à écrire des livres. Non, j'écrivais de pensées. J'en ai tout pleine dans mes tiroirs. J'ai beaucoup de livres en chantier, on va y arriver. Actuellement, j'ai près de 27 livres.
je ne sais pas, je vais sortir lequel avant. Ce qui est vrai, ici on parle du 4e livre, mais il y a un 5e livre qui est déjà sorti, qui va être présenté au même moment, le 20 mai, avec celui-ci. Ah, d'accord. Mais j'étais en train de poser la question de savoir, récapitulons un tout petit Justement, peu. le premier livre, Voilà. le recueil de poèmes que j'ai sorti, il est officiellement le premier, mais avant ça, il y avait d'abord un livre qui était l'adaptation de mon mémoire de licence. Les éditions universitaires européennes basées en Allemagne font la promotion des œuvres scientifiques pertinentes. Donc les thèses, les dissertations des DA, les mémoires. Okay. Et c'est comme ça que quand vous postulez avec votre texte là-bas, s'il est validé, on le produit sous forme de livre, donc, à part quelques réadaptations pour que ça puisse avoir le format livre. Ah, et c'est comme ça que mon premier livre, en réalité, que je ne compte pas trop, c'est Intégration et socialisation de journalistes dans les paysages médiatiques congolais. C'est un essai parce que c'est en fait issu de mon mémoire de licence. Ah, je ne compte pas trop ça parce que en fait, je n'ai jamais vraiment joui de ça, et c'est même la révolte qui est venue pour que je puisse créer mes éditions. Justement, mais justement, un sacrifice, mais il faut que les choses soient bien présentées. Mais après, il y a à quelque chose malheur est bon, parce que l'expérience avec les éditions universitaires européennes n'était pas vraiment fameuse, à part le fait qu'on était surexcité et d'être un peu googlé, parce qu'à l'époque, c'est maintenant, ça remonte à 3-4 ans, que tout le monde est maintenant sur Google, parce que Facebook est maintenant référencé. Donc, si vous êtes au moins sur Facebook, on peut taper sur Google, sortir votre nom. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Voilà pourquoi dans le documentaire de la mort de Michael Jackson, les enquêteurs se posent la question, comment une si grande star pouvait avoir un médecin qui était inconnu, parce que quand on tapait le nom du docteur Monroy, ça ne sortait pas avant la mort de Jackson, et on se demandait bien. Donc c'est pour montrer, illustrer juste qu'avant, pour que ton nom sorte sur Google, ce n'était pas, voilà, ce n'était pas courant. En fait. Et comme on nous référençait sur morebooks.be et sur Amazon, automatiquement, on pouvait me retrouver sur Google. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment d'avantage en termes lucratifs, parce qu'il y a une passion derrière, mais il y a aussi la volonté d'être lu. Mais au-delà de ça, les bénéfices qui peuvent venir avec. Voilà. Les méthodes de contrat des éditions universitaires européennes sont un tout petit peu comme une sorte d'arnaque. Alors, on passe à ça. Quand j'ai pensé faire mon recueil de poèmes Solfège d'espoir, parce que ça me tenait, c'est parti des histoires tantôt qui me touchaient personnellement, parce que j'ai démissionné d'une agence où je travaillais. C'était une période assez compliquée pour moi, une période de beaucoup de défis, de challenges, et j'ai commencé à écrire. Et le premier poème que j'écris à l'époque était lié en fait à cette démission. Et quand je l'ai écrit, Nuages et orages, après je suis entré au fond de moi, ça coulait. Donc j'écris plusieurs poèmes, ce qui me tenait à cœur, les messages que j'avais pour la jeunesse congolaise, comme par exemple le poème Comme toi et moi. Et de fil en aiguille, j'ai eu un ensemble de poèmes qui rentraient dans une thématique de pouvoir transmettre l'espoir au-delà de parcours compliqués par lesquels on peut passer. Et c'est comme ça que le recueil s'est appelé Solfège d'espoir. Et après cela, il fallait trouver un éditeur. J'ai beaucoup marché. On m'a fait vraiment marcher par certains éditeurs et tout ça. Ça m'a encore une fois révolté. Et quelqu'un m'a dit, tu peux t'auto-éditer. Et au lieu d'écrire édition Kandolo ou je ne sais pas moi quoi, j'ai trouvé une édition qui peut être formalisée et qui peut éditer aussi d'autres personnes. C'est comme ça qu'est née les éditions Cas Possible. C'est pour cela que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces livres Solfège d'espoir, parce que c'est les livres qui consacrent ma vie d'auteur, mais aussi mon statut d'éditeur des éditions Cas Possible. Vous avez tout fini avec le 3 ? Après, il y a eu Oser l'entrepreneuriat à RDC, que nous avons coécrit avec un ami qui est au Canada. On s'est connus dans des circonstances assez insolites, parce qu'il était venu, il est parti du pays depuis 1997, où il vit avec sa famille là-bas. Son père était l'ancien médecin directeur de Saint-Joseph. Alors, et il est rentré 2 fois seulement au pays. La première fois qu'il était rentré, il était un peu déçu. Il dit qu'il rencontre des jeunes qui réfléchissent autrement. Et cette fois-là, il venait pour le mariage de sa cousine. Et la petite anecdote, c'est que c'est le jour que les
très célèbres étoiles photo des rêves, les jeunes photographes de Renault, avaient acheté mon livre Solfège d'espoir. Et il est parti avec à la main. Et c'était lui qui devait couvrir le mariage comme photographe. Et lui, Jean-René, était curieux de voir... Tiens, c'est un livre écrit par un Congolais. Et Étoile, tout naturellement, il a parlé en bien de moi. Il a dit, c'est un jeune qui impacte et tout ça. Et c'est comme ça que lui était curieux de connaître ces jeunes Congolais-là avant de rentrer. Et c'est de là que la connexion s'est faite. Il m'a écrit sur Facebook. On s'est vu. Au lieu de faire 30 minutes ou 10, parce qu'il avait demandé que je lui amène 2 exemplaires qu'il achète. On a fait 2 heures en train de parler pays, parler avenir, parler économie. Et c'est là qu'est né le projet, parce que lui, il est PhD en économie. Et c'est de là qu'est née l'idée. Et moi, avec ce que je fais sur terrain, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et tout ça, on a associé la théorie, les grands principes qu'il connaît, à la pratique du terrain. C'est comme ça qu'on a sorti le livre « Oser l'entrepreneuriat en RDC », une pépite. Voilà. Merci beaucoup, Eugène Kandolo. C'était sa genèse, hein. Donc il était en train de vous relater comment est-ce qu'il a commencé à écrire jusqu'à nos jours. Mais sinon, on est dans son 4e livre, hein. Donc bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Ça, c'est votre pensée propre ou vous l'avez piqué quelque part? Non, c'est pas une condescendance, mais j'ai une fierté, et je le dis même dans ce livre. On ne peut pas être coach en développement personnel, on ne peut pas être coach de vie, on ne peut pas parler de la créativité si on n'a pas ses propres citations. Et aujourd'hui, j'en compte plein parce que j'étais toujours un peu jaloux qu'on dise citations d'auteurs du XXIe siècle, penseurs du XIXe siècle. C'est très bien, c'est des références, mais il faudrait que de plus en plus qu'on puisse avoir de vraies citations de Congolais sans complexe, qu'on puisse les adopter comme aujourd'hui. C'est partout, vous entendez les jeunes parler des fautes des repères, soyons des repères, soyons des repères. Ça, c'est du Eugène Kandolo. C'est un peu comme quand les gens parlent de bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande... Oh, sorry, qu'il nous excuse, hein, nous sommes à l'antenne. Une grande référence par Donc, rapport à ça. fidèles téléspectateurs, nous sommes là avec Eugène Kandolo. On est en train de parler de son livre. Hein, donc, pour encourager les jeunes, c'est votre tranche d'animation. La RTNC2 chez vous, nous faisons la télé différemment. Et nous allons passer au concret, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi seulement le pasteur Roland Dallot, mais pourquoi seulement lui, il doit préfacer votre livre? Il y en a plusieurs pasteurs qui peuvent le faire. Oui, dans le concret, chaque chose que l'on fait a une signification et un symbole. Le pasteur Roland Dallot a préfacé plusieurs livres de gens qu'on ne connaît même pas. Non, mais pourquoi vous? Justement, mais je vais y en arriver. Plusieurs livres qui ne sont même pas peut-être vulgarisés ou connus du grand public. Ça, c'est un. Des 2, quand on prend un préfacier, il y a la symbolique, il y a la nature du livre. Tu vois, je ne ferai pas, par exemple, Oser l'entrepreneuriat RDC et prendre forcément l'apôtre Roland Dallot. Ici, c'est un livre de développement personnel, c'est un livre orienté vers le coaching de vie, mais avec un fond qui est la pensée du Créateur. Si tu regardes ce livre, c'est vrai que tout le monde, chrétien, non chrétien, se retrouve là-dedans, mais je pose les jalons dès les débuts dans la scène de la création du monde. Quand Dieu crée l'homme et la femme, et il les bénit, il leur donne un certain nombre de missions. Donc, fructifier, soyez féconds, dominer. C'est de là que part la pensée de bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Et quoi de normal de prendre quelqu'un qui est, pour moi d'abord un père, parce que c'est un père, un mentor, mais qui a cette je vais dire, cette symbolique, cette autorité morale sur moi et qui peut être une vraie référence par rapport à des questions liées à cela. Et puis après, je ne pouvais pas juste prendre... L'objectif n'était pas de prendre un pasteur, parce que vous avez posé la question, pourquoi pas un autre pasteur? Mais l'objectif était de prendre un personnage qui va mieux avec la pensée que je vais. Mais il y a des livres que je fais qui n'ont pas de préface, parce qu'en fait, deux fois aussi, les gens pensent que la préface, c'est une caution. C'est un peu comme quand les gens choisissent les parrains de mariage sur base de calcul et tout ça. Mais il y a plusieurs raisons. Et moi, c'était aussi une raison d'ordre moral et d'ordre de... en fait, de lui rendre une certaine reconnaissance par rapport à cela. Donc, ça n'a rien à voir, en fait. C'est tout justifié, oui. Très bien. Et parlons de personnes qui sont aujourd'hui comme des légendes. Est-ce que vous pouvez nous donner le profil des personnes légendes?
D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle légende, surtout dans l'entendement de ces livres. J'ai évoqué plusieurs choses à la fois. Vous vous rappellerez que quand on parle, par exemple, déjà le titre, vous voyez qu'il y a deux légendes. C'est différent. Il y a légende en rouge en gras et petite légende en truc. Légende en gras, c'est quand je dis bâtir sa propre légende, bâtir une vie extraordinaire, une vie qui parvient à avoir de l'impact sur d'autres vies, une vie qui transforme et qui inspire d'autres vies. C'est ce que j'appelle une vie de légende. Et je dis que ce n'est pas une légende. Et deuxième légende, c'est des légendes comme utopie. Quand on dit arrête de nous raconter des légendes, ça veut dire arrête de nous dire de balivernes, arrête de nous dire des utopies. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord focus sur les titres. Mais je vais t'étonner, ça fait 2 fois maintenant que 2 personnes différentes interprètent le livre à leur manière. J'étais avec un ami qui, lui, en fait, subtilement, il dit, j'ai finalement compris ce que tu as mis comme titre. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Ça veut dire, tu as dit, s'occuper de soi-même, faire une vie qui ne répond qu'à soi, n'est pas une, pas une légende. Il faudrait que tu puisses bâtir la vie des autres. Alors, j'ai dit, ouais, tant mieux, parce que l'artiste fait son tableau et les gens peuvent interpréter aussi différemment. À leur manière. Et une deuxième personne, très dernièrement, lui a donné aussi l'autre aperçu dans sa lecture. Donc, c'est ce qui est bien. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il avait dit quoi déjà? En fait, vous découvrirez ça le 20 parce qu'il en a fait dans une chanson. Je ne vais pas donner les scoops. Et c'est magnifique. Mais selon vous, ça veut dire quoi? Alors, justement, c'est là que je viens. Je vais commencer par donner les distinguos entre les deux. Légende comme une vie qui impacte d'autres vies, une vie qui inspire d'autres vies, une vie dont on peut s'inspirer en termes de parcours, en termes d'exemplarité, en termes de transformation de vie des autres. Ça, c'est la vie des légendes. Et j'évoque à juste titre plusieurs images. Par exemple, aujourd'hui, les pyramides en Égypte, c'est carrément de grandes légendes. Parce qu'on ne comprend même pas comment c'est construit. Vous entendrez par exemple dire, ça c'est un monument légendaire. Par exemple, à Paris, c'est la Tour Eiffel. Aux États-Unis, c'est le Monument de la Liberté. Par exemple, le stade Maracana au Brésil, c'est une grande légende. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, des salles mythiques sont des légendes. Zénith, Bercy ou Accor, Arena, tout ce que vous voulez. Donc, il y a la légende, par exemple, de la rue de Los Angeles, le boulevard de Stars, où il y a des étoiles. Donc, il y a des légendes liées même à l'impact d'un film, par exemple. Aujourd'hui, les films comme Un prince à New York, c'est carrément une légende. Il y a des légendes comme, par exemple, des gens qui ont fait des émissions cultes, comme par exemple Question pour un champion avec Julien Lepers. C'était carrément une légende. Donc, il y a plusieurs dimensions de choses qui peuvent être considérées à juste titre comme légende. Et après, j'ai commencé à séquencer, à démontrer un peu une sorte de catégorisation. J'ai fait plusieurs typologies de légendes. Il y a même des légendes liées à un chiffre. Par exemple, le 10 dans le football. C'est toute une légende. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont porté ce 10 au point qu'il y a une sorte de mythe autour du numéro 10. Maradona, Pelé, Neymar, Messi, c'est le numéro 10. Et Mbappé dans l'équipe de France. Je fais même l'anecdote où, tout jeune, il en avait que 19 ans, quand il vient, on le voit prendre le 10 et on lui avait posé la question par le journaliste, mais comment? Il dit, mais parce que personne ne l'a pris, alors je les prends. Donc il y a toute une légende autour de ça, mais autant il y a des légendes, il y a des exceptions. Parce que quand on parle de légende, il y a par exemple Cristiano Ronaldo qui n'a pas porté le numéro 10, mais avec son 7, mais il est plus qu'une légende. Donc il faut se permettre d'être Cristiano Ronaldo, d'être une légende sans porter le 10. En fait, il y a un peu beaucoup. Je démontre cette complexité de ce qu'est peut être une légende. Très bien. Et maintenant, je rentre dans le principe de vie. Comment on peut arriver à faire de sa vie une légende? Comment on peut arriver de faire de sa vie une légende?
supporter les saisons sans jamais perdre la foi. Yes. Parce que là, c'est Parce dans que les là, 10 principes que j'appelle ce sont des principes. les 10 cordes qui soutiennent le pan des lianes d'une légende. Je tire ça parce que c'est très important. Ouais, Est-ce que vous pouvez décortiquer? Exactement. Okay. Je permets aux téléspectateurs de comprendre les contextes de cette phrase. Tout Donc, à fait. le dernier chapitre est composé des 10 principes. Je les appelle les 10 cordes pour soutenir les pans des lianes d'une légende. Vous connaissez un pan des lianes, il est dur. Apparemment, ça fait peur quand les gens passent là, mais vous ne pouvez pas tomber. Alors, il y a des cordes qui s'entremêlent sur ce pan-là. Et ce principe, je les considère comme les 10 cordes qui soutiennent ces pans de lianes d'une légende. Et entre autres, il y a ce principe de savoir effectivement, parce que la vie d'une légende n'est pas toute faite. Elle n'est pas linéaire. On passe de fois par des moments très compliqués, des moments de doute. C'est comme je dis dans mon livre Solfège d'espoir, que le rêve est un fardeau, mais croire en son étoile est un don, un pouvoir. Il y a un moment où tu as un grand rêve, tu veux devenir X, tu veux avoir, je ne sais pas moi, un doctorat dans tel domaine, mais le parcours qui t'y amène n'est pas toujours aisé. Facile. Il peut arriver que tu puisses abandonner, il peut arriver que tu... Prenons les cas de Messi. Okay. Messi a couru combien de temps derrière la Coupe du Monde? Et finalement, il a tout eu, sauf la Coupe du Monde. Et on se disait même que c'est fini pour lui. Donc, il y a des moments de doute. Que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit même dans le parcours. Même les gens qui nous suivent. Barack Obama, Barack Obama, voilà. Il a été battu à plate couture la première fois qu'il s'est présenté dans une primaire pour les élections sénatoriales. Mais il a fini président. Et pour rentrer même l'équipe d'Argentine, quand la Coupe du Monde a commencé, le premier match de l'Argentine, ils ont perdu devant l'Arabie Saoudite. Tout le monde a rigolé, nous tous. On a dit, hey, regardez l'Argentine et Messi. Donc, il y a des moments de doute qui peuvent arriver. Il y a des moments de répit. Il y a des moments où vous passez par des difficultés inimaginables. Mais parce que vous avez un idéal, vous avez un rêve, vous devez tenir ferme. Vous devez savoir que votre rêve, c'est votre boussole. Ça vous conduit là où vous devez aller, mais vous devez tenir vraiment ferme. Et tout en étant patient, mais tout en travaillant, parce que avoir foi n'appelle pas à la paresse. Ça veut dire qu'il faudrait travailler dans le sens de ce pourquoi vous avez foi. Si vous pensez que vous devrez devenir président de la République demain, travaillez, comportez-vous conséquemment, veillez sur ce que vous dites, veillez sur où est-ce que vous mettez le pied, sachez comment vous entourer, parce que vous êtes en train de bâtir une légende vers une destinée bien déterminée. Donc, ce n'est pas une génération spontanée, sinon on se retrouvera dans ce que Napoléon Bonaparte dit, l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Autant vous avez l'ambition, autant vous aspirez à quelque chose, apprenez tous les ingrédients de la route qui vous amène vers Eugène Kandolo, c'est vraiment très, très intéressant. Mais sinon, on se pose des questions. Pourquoi des personnes légendes commencent toujours à zéro? Bon, pas forcément. On ne peut pas, il y a toujours des exceptions. Mais les légendes commencent comme des faibles plantes. Le temps me manquerait d'évoquer par exemple l'histoire de Oprah Winfrey. Qui, elle, à 11 ans et à 13 ans, a été doublement violée, a été 2 fois violée, et par un membre de la famille. Mais à 17 ans, elle a été championne nationale au concours d'éloquence. Mais malgré ça, elle a été refusée dans une chaîne de télévision avec des mots crus. Ça veut dire, on lui regarde dans les yeux, on lui dit que tu es moche, ça veut dire que tu n'es pas télégénique. Mais elle a tenu ferme. Après, et ceux qui l'avaient refusée au casting, et tout le monde, on a cherché à voir Oprah Winfrey parce que son émission de Oprah Winfrey Show faisait 400 millions de téléspectateurs à travers le monde. Tu vois comment les légendes se bâtissent. On évoquerait le cas de Messi, qui avait un problème de croissance. Il devrait être soumis sur un régime d'augmentation d'hormones pour que sa croissance puisse être... Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu... Généralement, les conforts piègent les légendes. Beaucoup de gens qui ne sont pas des leaders de première génération, qui ont hérité, je ne suis pas en train de dire que les héritiers ne peuvent pas bâtir la légende, mais on ne bâtit pas la légende en consommant. Il y a des gens qui viennent, ils trouvent déjà tout, la gloire. Et c'est généralement difficile de s'effrayer son propre chemin. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il y a par exemple une catégorie de légendes que j'appelle la légende des fils des légendes. Quand tu es né fils de Martin Luther King, ce n'est pas évident que tu puisses bâtir facilement. Parce que tu as tout le poids du nom de ton père. Quand tu es né
fils de Mandela ou d'Étienne Tshisekedi, c'est pas toujours évident. Et à juste titre, j'évoque des légendes comme, je peux parler avec liberté des exemples que je donnais. J'ai donné par exemple l'exemple de Félix Tshisekedi. Okay. J'ai donné l'exemple de Jean-Pierre Bemba qui a trouvé que son père avait bâti une légende dans le patron de patron. Mais il a bâti lui sa légende sur le plan politique mieux que son père parce que politiquement son père n'a pas évolué. J'évoquais Moïse Mbiye à l'époque, quand il prend l'église, tout le monde dit c'est juste parce que c'est un fils à papa. Outre d'autres considérations, rien que sur cet aspect-là. On le définissait que comme héritier de son père. Mais après il a relevé leur chaîne, il a mis l'église à un niveau très élevé et la balance a changé. On ne parlait plus des enfants de l'apôtre Emmanuel Mbiye, on parle plutôt de frères de Moïse Mbiye et du père de Moïse Mbiye. Donc construire sa légende a toujours beaucoup de défis, mais on peut parvenir juste un peu, parce que là, je crois que les téléspectateurs sont en train de consommer. Mais finalement, écrivez-nous, ça sera un élément très important. Si on a demandé que nous puissions ouvrir ces livres, justement, pour qu'il explique, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses importantes, justement, à communiquer avec vous. Alors, nous allons retourner rapidement du côté de Joël Kalonji, justement pour prendre cet élément. C'est en fait la santé publique où on lie les cerveaux au cœur. Parce que le légendaire doit avoir un bon cerveau et puis un cœur là. Un corps sain dans un esprit. Je vous jure. Alors suivez, à tout à l'heure, on se retrouve. Joël Kalonji, c'est bon, on peut prendre rapidement pour associer l'utile à l'agréable. Docteur Kachama Jean-Marie, neuropsychiatre, neuroscientiste. Je suis médecin au CNPP, ce qu'on appelle le Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Et je suis aussi consultant dans plusieurs cliniques, notamment la clinique des Éloges, située dans la commune de Kalamou. Si je dois parler en résumé de la relation entre le cœur et le cerveau, c'est qu'il faut d'abord situer l'importance des deux organes. Le cerveau, c'est l'organe qui se situe dans la boîte crânienne. Et cet organe est très précieux parce qu'il contrôle les fonctions essentielles de l'organisme, notamment les mouvements, notamment la motilité, bouger. Et il contrôle aussi la sensibilité qui est la fonction d'alerte, la fonction qui nous permet effectivement de percevoir les sensations qui proviennent de l'environnement. Et il contrôle aussi certaines fonctions vitales, notamment la respiration, le cœur, parce que le cerveau loge les centres cardiaques et les centres respiratoires. Le cœur, lui, c'est un organe qui est logé dans le thorax. Et c'est un organe aussi important parce qu'il est la pompe qui fournit le sang dans tout l'organisme. Et le cœur, en fait, non seulement qu'il fournit le sang, mais il transporte un... Il nous a parlé du cœur et du cerveau. Hein. Comprenez que nous n'avons plus assez de temps, c'est pourquoi je cours rapidement. Alors, rapidement, vous allez quand même nous expliquer ce qui lie le cœur au cerveau dans légende. Tout de suite, il y a un adage qui me revient dans la tête. Les cœurs et les cerveaux font sablier. L'un s'est rempli pour vider l'autre. Ce qui est important ici, c'est de savoir ce qu'il faut toujours équilibrer. Parce que le cerveau fait appel à la rationalité. Et le cœur fait appel à l'émotion, au sensationnel. Tout à fait. Or, les quotients émotionnel gère toujours l'équilibre avec le quotient intellectuel. Il y a beaucoup de gens qui ont un qui très élevé, mais parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle, et ils passent à côté de leur vie et ils ne parviennent pas à bâtir leur légende. Ah oui, très important. Voilà pourquoi nous vous avions proposé, mes fidèles téléspectateurs, excusez-nous, nous allons vous donner l'intégralité de ce qu'on a réalisé avec le docteur Kachama. Vu le temps, on ne sait pas vous donner l'intégralité. Alors, passez-moi la tautologie. Nous allons finir avec vous un message pour terminer à propos de ces livres. Merci pour m'avoir invité. Le message, c'est que ce livre, ça va faire 2 ans et demi, bâtir sa propre légende.
qu'il existe, qu'il est commercialisé, qu'il est consommé aux États-Unis, au Canada. Les gens achètent sur Amazon en hard copy. Mais ce livre va être présenté lors de la 3e édition de Valeur Ajoutée qui s'est fait le 20 mai à Showbuzz. Donc, on est à 9 jours de ce grand événement où il y aura plusieurs panélistes que je considère à juste titre comme des légendes. On va les honorer, mais j'aurai à faire mon show comme d'habitude avec une Mixed Motivation, le coach sur mesure. Donc, on se donne rendez-vous le 20 mai à Showbuzz. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, si possible, pour ceux-là qui ont apprécié votre façon de parler. 46 31 081 291 46 31. Merci pour les arguments si riches. Je vous remercie C'était de m'avoir un plaisir. associé à cette cuisine matinale. Vraiment, avec plaisir, hein, à tout moment en tout cas, parce que vous êtes un coach également, vous êtes formateur hein, de la jeunesse congolaise, entrepreneur. Non, de tout le monde, pas seulement de la jeunesse. Depuis pas seulement la jeunesse. Ah, vous avez j'ai formé des ministres, des députés, j'ai accompagné beaucoup de gens. Souvent, c'est trop réducteur parce qu'on pense que les jeunes ne peuvent pas former les non-jeunes. Donc, au Congo, ça, je sais. Félicitations, Eugène Kandolo, citoyen de la RDC. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche d'aujourd'hui, hein, la RTNC de Chevaux. Je crois qu'aujourd'hui, c'était encore plus particulier parce que, bon, on est là justement pour recueillir des informations, enfin de vous livrer, parce que c'est notre devoir. Alors, je vous laisse au soin des infos. On va se retrouver le jeudi prochain. Merci à la grande équipe. Merci à Joël Kalonji, Papi Vambili. Merci à vous. Je vous aime et portez-vous bien. Merci à mon autre invité du jour. On se retrouve jeudi prochain. Bye bye. Allons-y. Ouais.